Fabrice Le Sachet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du MEDEF et aussi un patron d'un groupe qui s'appelle Aero Group. D'abord, Aira. pour beaucoup, beaucoup ne connaissent pas le fonctionnement de MEDEF. Faites-nous une petite visite guidée à l'intérieur de cette institution qui est assez, qui a un poids assez important. Le MEDEF, c'est une association qui rassemble des fédérations professionnelles, des associations territoriales qui elles-mêmes ont des entreprises qui sont adhérentes. Et cette association a pour but de défendre les intérêts des entreprises de sorte à ce qu'elles puissent se développer plus simplement et qu'elles puissent contribuer à la création de richesses dans notre pays. C'est en fait ce qu'on appelle un patronat, c'est l'organisation représentative des entreprises la plus importante en France. Nous comptons à peu près plus de 120, 125 000 entreprises adhérentes, 100 branches professionnelles et ces entreprises comptent plus de 10 millions de salariés. Donc c'est Oui. un poids important dans notre pays, à la fois d'idées, de propositions, de défense d'intérêts des entreprises et voilà. C'est-à-dire que vous incarnez à l'âge de 39 ans la nouvelle génération, c'est-à-dire la génération 2.0, si je puis dire. Et puis aussi, il y a, vous incarnez depuis quelques mois et surtout Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, nous a donné l'impression qu'il n'était pas intéressé à l'Afrique. Et du coup, cette année, avec l'AREF 2021, on se retrouve dans un schéma complètement inédit, une ouverture exceptionnelle sur l'Afrique et la francophonie. Alors, parlez-nous un peu de comment ça s'est opéré, le déclic. Alors tout d'abord, le président, Geoffroy Roux de Bézieux, que vous avez mentionné, s'intéresse beaucoup à l'Afrique, intérêt personnel. Certes, dans sa vie professionnelle, il n'a pas déployé d'activités sur le continent, mais il s'y intéresse énormément. Et vous savez que MEDEF International, qui a un lien très fort avec le MEDEF, développe plus de 200 actions qui concernent notamment le continent africain par an, avec des missions dans ces pays et puis la réception d'hôtes étrangers à Paris. C'est très dynamique. Hein. On a reçu des délégations soudanaises, togolaises, ivoiriennes, béninoises et tunisiennes, algériennes dans les 6 derniers mois malgré le Covid. Et il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Là, la vision dépasse un petit peu l'Afrique puisqu'il s'agit de la francophonie. Et la francophonie, c'est pas que l'Afrique. Il y a d'autres pays européens, il y a des régions du monde en Amérique du Nord, il y a des pays en Asie du Sud-Est, francophones ou en tout cas francophiles. Et donc l'idée, c'est de créer une plateforme de flux croisés pour stimuler les échanges entre économies francophones parce qu'on pense que la langue doit être un levier pour le commerce, pour les affaires. Et on pense aussi que si le français souhaite être une langue apprise, il doit être une langue utile et que l'utilité, c'est de trouver un investisseur, un partenaire, une technologie, des financements. Et donc, c'est ça ce qu'on essaye de faire avec la francophonie économique. La francophonie est véritablement à la croisée des chemins. On sent que il doit y avoir quelque chose pour pouvoir basculer sur un autre paradigme. Aujourd'hui, avec la francophonie économique, quelle est exactement cette vocation et comment cette organisation, vous l'avez initiée un peu à travers la REF 2021, vous avez pu vous rassembler, constituer une sorte de rencontre avec l'ensemble des acteurs pour institutionnaliser cette démarche. Racontez-nous un peu cette fabrication, ce cheminement. La rêve, c'était avant tout des rencontres d'affaires. Le but était vraiment un échange de cartes de visite, de se revoir physiquement. Avec le Covid, c'était compliqué dans les 2 dernières années. Donc là, c'était vraiment de recréer des liens humains. Et on a invité tous nos homologues patronaux, donc toutes les organisations patronales qu'on peut avoir dans les pays avec lesquels on traite. On les a invités, on leur a demandé de venir avec des chefs d'entreprise. Donc, il y a eu plus de 27 délégations patronales qui sont venues avec à chaque fois une dizaine de chefs d'entreprise. Donc, très rapidement,
On a eu un nombre très important de participants qualifiés de qualité et on a pensé organiser justement tout de suite des tables rondes sectorielles, d'organiser tout de suite un système de rencontres d'affaires pour que ça aille au-delà de rencontres purement patronales. Et c'est bien l'enjeu de la francophonie économique, c'est de remettre les entreprises au cœur. Et on pense que ce sont nos organisations patronales qui ont la charge et le devoir de le faire, de le créer, de le monter, de le déployer. Et donc, Paris et Longchamp, c'était un premier acte. Il y a eu la déclaration de Paris qui, en son point 6, dit très clairement que ces rencontres sont annualisées et donne mandat à ceux qui ont préparé l'événement pour proposer une structuration et les fondations d'une organisation économique francophone. Donc, il y a eu cette déclaration de Paris. Il y aura l'accord de Djerba dans 2 mois, fin novembre, qui posera les fondations de cette organisation de façon permanente pour construire des actions, pour susciter des coopérations entre nos entreprises directes sur plein de sujets, l'hydrogène vert, l'industrie 4.0, la transformation numérique, la transition climatique, l'urbanisation. Il y a plein de choses à faire sur tous ces sujets et bien d'autres encore. Mais donc, il y aura des groupes de travail qui vont être lancés et qui vont réunir des entreprises avec des calendriers, des livrables précis, des objectifs et qui rendront compte de façon tout à fait fréquente, comme dans une entreprise privée. Donc, c'est vraiment un modèle hybride d'entreprise et d'organisation, on va dire, plus traditionnelle. Ce qu'on veut, c'est vraiment insuffler une dynamique entrepreneuriale à cette francophonie économique. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on va être dans ce qu'on appelle l'opérationnalisation véritablement? Ben oui, il y a déjà un exemple concret. Il y a un fonds d'investissement français qui a entamé des discussions avec un homologue québécois et un homologue tunisien pour créer peut-être un fonds d'investissement francophone avec un thème francophone. Donc ça, ce sont des livrables concrets qui sont vraiment dans le sillage de ce qu'on est en train d'initier. Il y aura très probablement des coopérations dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des mines, dans le secteur de l'agriculture, qui vont être constituées. Mais on ne peut pas créer des coopérations si on ne se parle pas. Donc, la première des choses, c'est de créer une plateforme de dialogue, d'échange, de rencontre pour que les liens humains se fassent. Si on s'ignore, on ne peut pas construire des choses. Et puis, il y aura aussi des propositions d'encadrement, par exemple un visa d'affaires francophone pour que les gens puissent se déplacer plus facilement dans cet espace francophone. Il y aura sûrement des propositions pour qu'il y ait une libre circulation des marchandises, des capitaux. Voilà, il y aura aussi d'autres choses qui viseront plutôt la réglementation et qui seront portées par cette organisation. Pourquoi, chez beaucoup de francophones, pour ne pas dire d'Africains, le Commonwealth leur parle beaucoup plus? Ils ont l'impression qu'il y a véritablement cette communauté, les codes partagés, la culture, et surtout la culture des affaires, ce qui n'est pas le cas de la francophonie. Oui, je ne partage pas totalement ce point de vue. C'est vrai, l'anglais aujourd'hui est une langue d'affaires extrêmement importante. Néanmoins, il y a beaucoup de francophones qui se rendent compte aussi que les systèmes anglophones, juridiques, financiers ont des coûts énormes, des coûts de transaction, sans parler des règles de conformité qui sont vraiment un très gros frein aujourd'hui au développement commercial d'un certain nombre de sociétés qui empêchent de travailler parce que les coûts encore une fois, de transactions sont extrêmement élevées. N'importe quelle entreprise qui a signé un contrat avec des cabinets à Londres en connaît le prix et le coût. Et donc, il y a des avantages comparatifs au droit civil. Il y a des avantages comparatifs avec l'OHADA. Il y a des choses à construire. Il y a des arbitrages à Paris. Il y a la Chambre de commerce internationale. Il y a des arbitrages simplifiés de 6 mois qui peuvent se faire en français. Il y a plein d'outils, mais il faut déjà le savoir. Et puis la deuxième différence, elle est historique. La francophonie s'est construite sur une base culturelle, éducative, linguistique, politique, et pas économique. Et donc c'est ça qu'il faut reprendre. L'Union européenne s'est construite sur une base économique et après politique. Et on a fait l'inverse pour la francophonie. Donc maintenant, il faut bâtir cette francophonie économique qui n'existait pas. Elle existait de fait parce qu'il y avait des échanges entre entreprises francophones, entre économies francophones, mais elle n'était pas structurée. Oui. Alors, vos interlocuteurs pendant l'opération du 24, 25 et 26 septembre avec l'AREF,
de quoi ils sont demandeurs? C'est-à-dire que à les écouter, qu'est-ce qu'ils attendent de cette francophonie économique? Comment, selon eux, faut-il la structurer? Ce qu'ils attendent avant tout, c'est la même chose que nous, c'est des opportunités en plus. Si la francophonie permet de multiplier les possibilités de contrats, d'identification de technologies vitales dans certains pays, si la francophonie permet de déployer des formations professionnelles, qui est un très très gros sujet, d'harmoniser des choses, de travailler ensemble, de grouper les efforts, de mutualiser les coûts, mais ça va les intéresser. Même de renforcer nos structures patronales dans le lobby qu'on a par rapport aux États pour renforcer les secteurs privés, ça va les intéresser. Ça nous intéresse nous aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est évidemment être orienté sur des sujets concrets, avec un impact pour nos entreprises et que ça soit utile. De toute façon, si ça ne l'est pas, on va faire un événement, mais il n'y en aura pas d'autres parce que les gens n'ont pas de temps à perdre. Et donc, tout ce qu'on essaie de construire, c'est des choses qui sont utiles. Et si ça fonctionne, c'est que ça sera utile parce que là, on a des chefs d'entreprise et on s'adresse à des entreprises. Donc, encore une fois, il n'y a pas de versant, on va dire, social ou de prestige. C'est vraiment l'opérationnel. Je sollicite l'homme qui travaille aussi sur l'Afrique. Vous avez cette approche. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les éléments liés à la politique africaine de la France, cette relation particulière, est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment qu'il faut passer vers un autre modèle de partenariat, une autre manière de coopérer, puisqu'il y a véritablement une communauté d'intérêts et une communauté de destin? Communauté d'intérêt, j'en suis pas sûr. Communauté de destin, ça dépend de ce qu'on fera, parce que le destin, il se décrète pas, hein, c'est les projets qu'on fait ensemble. Pour les intérêts, justement, il faut les faire converger, et donc pour ça, il faut que chacun y trouve une place en fait dans ce qu'on propose. Moi, je peux pas vraiment juger la politique publique ou étatique de la France en Afrique. J'ai un avis personnel, mais il n'est pas très intéressant. Ce qui m'intéresse plus, c'est ce que font les entreprises françaises. Et on n'a pas à se positionner toujours par rapport à notre État. On regarde toujours ce que fait l'État, ce que ne fait pas l'État. Il n'y a rien qui empêche aujourd'hui des entreprises françaises de travailler en Afrique, de proposer leurs services, de proposer leurs produits, d'être pertinentes, de gagner des marchés. Évidemment, nous, en tant qu'organisation patronale, on travaille énormément à ce que le cadre en France de compétitivité, c'est-à-dire la fiscalité, le marché du travail, la formation professionnelle, etc., soient les plus dynamiques, les plus souples possibles pour que lorsqu'on se projette en Afrique ou à l'export, on puisse avoir une chance de gagner des contrats parce qu'on a des bons financements, parce qu'on est attractif, etc., on est compétitif. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, il y a des opportunités sur un certain nombre de marchés africains. Rien n'empêche les entreprises françaises d'y aller. À nous de trouver des solutions de financement, à nous de trouver des produits qui sont accessibles, à nous d'écouter nos partenaires, nos contreparties pour savoir ce qu'ils ont envie, ce qu'ils souhaitent et de construire les offres pertinentes. On peut avoir une percussion sur le continent et puis voilà, il faut avoir la curiosité aussi de s'ouvrir à ces marchés et c'est tout. Il n'y a pas à attendre quelque chose de l'État. On peut faire nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a aussi cet enjeu. Vous êtes impliqué par Aira Group. Vous êtes dans l'ingénierie financière et dans le climat la finance climat. Parlez-nous un peu de cette dimension. C'est-à-dire que vous êtes dans le choix du développement durable et comment vous voyez en termes de levier pour le continent africain concernant cette transformation et le choix des thématiques du développement durable? Alors, tout d'abord, peut-être dire qu'Aera est spécialisé dans le négoce, dans le trading d'actifs environnementaux. En fait, on monétise des attributs environnementaux qui sont générés par des projets. Par exemple, la réduction des émissions CO2, la réhabilitation de la biodiversité, la production d'énergie renouvelable ou l'accès à l'eau. Tout ça, ce sont des impacts positifs pour l'environnement, pour la planète. Et donc, ces impacts peuvent être certifiés. Les certificats qui sont générés
peuvent être titrisés, peuvent être monétisés, peuvent être valorisés financièrement, ce qui génère des revenus supplémentaires pour ces projets environnementaux qui sont déployés sur le continent africain. Donc, le levier de la finance carbone et de la finance environnementale au sens large est extrêmement important parce que c'est un appui économique pour réussir à la fois la transition climatique, mais la transition écologique sur le continent. Et on sait très bien que s'il n'y a pas des ressources financières massives, on n'y arrivera pas. Et donc, nous, tout notre métier consiste à faire la tuyauterie entre là où est l'argent et là où sont les projets. Et donc, aujourd'hui, Aera a un portefeuille d'une 50aine de projets contractés. En fait, on a acheté les actifs environnementaux de ces projets dans 20 pays africains. Et donc, à chaque fois qu'on achète ces actifs environnementaux, on donne de l'argent à ces porteurs de projets. C'est par exemple des fours de cuisson qui ont une haute performance énergétique au Ghana ou au Burundi, donc qui permet aux familles d'utiliser moins de charbon de bois ou de bois de feu qui proviennent de la déforestation. C'est des centrales solaires au Burkina Faso pour alimenter des mines. C'est des centrales solaires raccordées au réseau au Sénégal. C'est des centrales biomasse avec Sifka en Côte d'Ivoire. C'est des centrales hydroélectriques à Madagascar. Voilà, il y a plein de projets qu'on fait. C'est des centrales éoliennes en Namibie ou au Sénégal ou en Mauritanie. Et donc, tous ces projets-là, ils permettent justement de réduire les émissions. Cette semaine, la semaine dernière plutôt, on a signé un grand programme qui va être déployé dans 6 pays africains de motos électriques. On a signé un projet de replantation d'arbres au Togo. Donc voilà, c'est non-stop. Et il faut être projeté sur ces thématiques parce que ce sont des thématiques qui sont porteuses. Vous l'avez dit, fait le choix d'un positionnement autour de l'univers de l'entreprise, mais on ne peut aujourd'hui ne pas constater la crise du multilatéralisme. Il y a une géopolitique un peu chahutée. Est-ce que cela est-il un facteur d'inquiétude pour vous en tant que chef d'entreprise et est-ce que ça peut peser sur les affaires, justement? Oui, évidemment, il y a des tensions géopolitiques qui sont croissantes, mais enfin, le monde a toujours vécu avec des tensions géopolitiques. Hein. Avant la chute du mur de Berlin, il y avait d'autres tensions géopolitiques. La Deuxième Guerre mondiale, c'était pas fameux. L'entre-deux-guerres, il y a eu quelques tensions qui ont mené justement à la guerre, la Première Guerre mondiale, et je ne vais pas revenir à toutes les guerres du 19e siècle et à toutes celles d'avant, mais toute l'histoire humaine est jonchée de tensions entre groupes humains. Et aujourd'hui, il y a des tensions qui sont nouvelles. Alors peut-être que ça remet en cause d'une certaine façon, en partie, la vision qu'on pouvait avoir ou que certains pouvaient avoir de la mondialisation heureuse. Il n'y a pas de mondialisation heureuse. Il y a eu un péché de naïveté. On a cru que faire rentrer la Chine dans l'OMC, c'était la fin de l'histoire et que tout le monde serait heureux à consommer. C'est un peu plus complexe que ça. Aujourd'hui, ces tensions repensent finalement de fait les chaînes de valeur. Il y a une régionalisation de la mondialisation. Il y a des blocs peut-être régionaux qui vont être un peu plus denses. Et donc là, c'est toute la question de est-ce qu'on arrive à faire émerger en Europe continentale un modèle politique, un modèle économique vraiment intégré, ou est-ce qu'on reste une constellation de pays et donc on est un grand marché de consommation, mais on n'est pas un géant géopolitique, quoi. On est juste une zone économique. Et donc, potentiellement, on devient une proie, si j'ose dire, ou en tout cas, on devient très dépendant, voire vassalisé des États-Unis ou de la Chine à terme. En tout cas, on est pris en étau entre les deux. Donc, il y a des choses à faire. La francophonie, c'est une chose. L'Europe, c'est autre chose. Nos relations entre l'Europe et l'Afrique, c'est une troisième chose. Mais toutes ces choses-là doivent être faites. Et je pense que c'est notre intérêt. Le continent africain, c'est vraiment le voisin de l'Europe. Il y a des complémentarités énormes, ne serait-ce que démographiques. On vieillit. L'Afrique est un continent très jeune. Il y a beaucoup de technologies en Europe. Il y en a peut-être un peu moins en Afrique. Il y a des choses énormes à faire. Les intérêts croisés sont multiples et il faut les développer. Pour conclure cette rencontre, je l'ai dit au début, vous incarnez la génération 2.0. Pensez-vous aujourd'hui réellement que le digital est vraiment la révolution que nous sommes en train de vivre et qui va véritablement modifier notre environnement?
Il est clair qu'il n'y a qu'à voir l'interview qu'on est en train de faire. Hein. Il est fait en visio, il va être diffusé sur des plateformes en ligne, des gens vont le voir, il va avoir peut-être un impact ou pas, c'est partagé. Bon. Donc, on est dans un monde numérique, dans un monde de l'ultra-communication, dans un monde de l'instant, dans un monde finalement de la perception. Et donc, c'est vrai que le fait scientifique, la parole cartésienne, rationnelle, le discours même des entreprises, le temps long est peut-être plus difficile à faire, j'allais dire, affleurer, mais au final, le bon sens perdure. Et on voit bien que certaines bulles qu'on peut retrouver voilà, sur les réseaux sociaux, il y a quand même une distinction entre la vie réelle et les réseaux sociaux. D'une façon générale, l'impact de la transformation numérique sur les entreprises est énorme à tout point de vue, sur la e-santé, dans l'agriculture, dans la machine-outil, dans les usines, dans la livraison et la logistique. Enfin, je ne vais pas faire tous les secteurs, mais dans la finance, on voit bien que tous les secteurs ont un impact numérique. C'est vraiment un axe transversal de transformation de tous les secteurs, comme d'ailleurs la transformation ou la transition écologique touche tous les secteurs. Et donc, ces deux révolutions, elles doivent être utilisées. En tout cas, le numérique est un outil, et donc ça dépend de ce qu'on en fait. Il doit être, dans certains cas, peut-être réglementé, dans d'autres cas, il doit être poussé. Et en fait, c'est ce qu'on en fait du numérique. C'est pas en soi bon ou mauvais, c'est ce qu'on en fait. Et là, c'est vrai que si on prend du retard sur l'intelligence artificielle, sur le calcul quantique, sur des choses très importantes pour la domination numérique, et ben ça peut prêter à, je dirais pas à des dérives, mais en tout cas à nous affaisser économiquement. Fabrice Le Sachet, je rappelle que vous êtes le vice-président du MEDEF et son porte-parole. Je vous remercie d'avoir permis de mieux comprendre la francophonie économique et d'avoir aussi expliqué l'institution qu'est le MEDEF. Merci. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Merci pour votre temps et je vous remercie. Ce serait toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.